Alors, vous venez de me rendre le DM numéro 10, qui était donc à rendre pour cette rentrée des vacances, et je vais corriger. Voilà d'abord l'exercice 1, un exercice issu de EDEC 2017, avec des histoires de produits scalaires et ainsi de suite. Un exercice pas trop difficile, si ce n'est peut-être la question 3D qui demande un petit peu plus de réflexion, notamment pour faire le lien avec la question 1. Parce que dans cette question, même si jamais vous arrivez à démontrer que E0, E1, En est une base de f, et que vous n'utilisez pas la question 1c, eh bien vous ne répondez pas à la question, puisque cette question c'est en utilisant le résultat de la question 1c. Donc il faut impérativement réussir à faire le lien, ce qui n'est pas forcément évident, mais en tout cas il faut réussir à faire le lien pour pouvoir conclure cette question. Donc, avant d'en arriver à la question 3c, évidemment, il y a d'autres questions que nous allons traiter. Alors, tout d'abord, pour cette première question, c'est vrai qu'il y a eu une petite coquille dans l'énoncé. Alors, je ne sais pas trop bien à quoi c'est dû, mais le moins devant le n était imprimé bizarrement. Donc j'ai recompilé le document et le moins est bien passé. Alors, je ne sais pas pourquoi ça a fait ça, mais voilà, donc c'est moins n et non pas une espèce de signe bizarre n. Donc on a une matrice A dont les coefficients diagonaux sont tous égaux à moins n, et les autres coefficients sont égaux à 1. Ok, J, la matrice dont tous les éléments sont égaux à 1, et I, la matrice identité. Ce qui veut dire que la matrice A, en fait, c'est la matrice suivante. Donc vous avez moins n sur la diagonale et des 1 partout ailleurs. Donc la matrice, elle est comme ceci. La matrice J, que des 1, la matrice I, identité classique. Donc on nous demande d'abord d'exprimer A comme combinaison linéaire de I et de J. Mais là on va pas avoir, d'exprimer A comme combinaison linéaire de I et de J. Donc déjà, si je veux faire des 1 partout, il faut que j'ai la matrice J. Donc j'ai la matrice J, plus, si je veux descendre, il faut, comment dire, j'ai donc des 1 sur la diagonale, il faut que j'arrive à moins n, donc il faut d'abord que je retire 1. Donc là j'obtiens une matrice avec que des 1. Non, je vais représenter les choses autrement. Donc la matrice J, c'est la matrice avec que des 1. Donc la matrice J-I, ça va être la matrice avec des 0 sur la diagonale, puisque je retire 1, qui est la diagonale de ma matrice identité, et ensuite j'ai des 1 partout ailleurs. Voilà ma matrice J-I, et je veux encore descendre de n, donc à ça il va falloir que je retire n sur la diagonale. Donc ma matrice A, ça sera donc J-I, moins n multiplié par l'identité, c'est-à-dire que A, c'est la matrice J, moins n plus 1 multiplié par la matrice I. Donc voilà, alors vous n'êtes pas forcément obligé d'écrire les choses. Exprimer A, on pouvait l'écrire directement, on n'avait pas forcément besoin de passer par ces petits schémas de matrice que je vous ai faits, qui sont là essentiellement pour vous expliquer comment j'arrive à ces résultats. Ensuite, exprimer A carré comme combinaison linéaire de I et de J. Bon voilà. Je peux calculer A carré, mais ça c'est un peu compliqué. Je sais que A, c'est J moins n plus 1 I. Donc ma matrice A carré, c'est A multiplié par A, c'est donc J moins n plus 1 I multiplié par J moins n plus 1 I. Alors on peut utiliser une identité remarquable ici parce que la matrice I et la matrice J, et donc la matrice n plus 1 I et la matrice J, sont des matrices qui commutent. Mais si vous n'avez pas, vous ne savez pas faire comme ça, on peut distribuer comme je vais le faire. Encore une fois, on a le droit d'utiliser l'identité remarquable dès lors qu'on a précisé que les matrices J et n plus 1 I commutent. Donc si je termine mon calcul, je vais avoir J multiplié par J, ce qui va me faire du J carré. J multiplié par, alors moins n plus 1 JI. C'est pour ça qu'ici, en fait, on va avoir besoin du fait que les matrices commutent, puisqu'après, ici, on a du moins n plus 1 IJ. Et si jamais on n'avait pas les matrices qui commutent, on ne pourrait pas dire que ces deux morceaux, ça nous fait le double produit.
Donc plus n plus 1 au carré multiplié par i. Bref, ce qui nous intéresse surtout, c'est d'avoir a qui va être égal à j carré moins 2 facteur de n plus 1 j plus n plus 1 au carré multiplié par la matrice i. Alors ici, j'aurais dû mettre i au carré, mais i au carré, c'est i. Et là-dedans, j'ai besoin de calculer j carré quand même. J carré, c'est quoi? Donc c'est la matrice avec que des 1, multipliée par elle-même. Donc là, vous allez multiplier votre première ligne ici par votre première colonne. Donc vous allez avoir 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 n fois, donc ce qui va vous donner n. Et ce calcul, en fait, on va être amené à le refaire pour tous les coefficients de la matrice. Et on va trouver cette matrice-là. Donc bref, on trouve n fois la matrice J. Donc si on regarde bien notre travail, on a alors A qui est égal à n fois J, moins, j'ai oublié le 2, 2 facteurs de n plus 1j, plus n plus 1 au carré i. C'est-à-dire, si je développe, je vais avoir moins 2n moins 2 plus n, donc moins n moins 2, j, plus n plus 1 au carré i. Conclusion. J'ai mis a, mais c'est a au carré. Ici, c'est a au carré. A au carré, et combinaison linéaire de i et de j, c'est donc moins n plus 2 multiplié par la matrice j, plus n plus 1 au carré, multiplié par la matrice i. Et voilà pour cette première question. Pas trop de difficultés. C'est bien ça qu'on obtient. Linéaire de j. Ok. Question suivante. Donc 1b. Oups. En déduire un polynôme annulateur de a, puis donner les valeurs propres possibles de a. Bon. Là, ici, on a exprimé a carré comme combinaison linéaire de i et de j, et ça, c'est un petit peu embêtant parce que ça ne nous permet pas d'avoir un polynôme annulateur. Néanmoins, on a été capable d'exprimer a en fonction de i et j, sachant que a est égal à j moins n plus 1i. Ce qui va nous permettre d'écrire j en fonction de a. Donc la matrice j, c'est a plus n plus 1 multiplié par l'identité. On en déduit que a carré, c'est moins n plus 2, facteur de a plus n plus 1i, plus n plus 1 au carré multiplié par la matrice i. Et avec ça, on va pouvoir remettre en forme pour obtenir un polynôme annulateur. C'est-à-dire qu'on va avoir moins n plus 2 a, moins n plus 1 facteur de n plus 2 multiplié par i, plus n plus 1, que je vais écrire comme ça, n plus 1i. Donc je vais pouvoir mettre en facteur. Donc je vais avoir du moins n plus 2 multiplié par la matrice a, moins n plus 1 multiplié par la matrice i, donc facteur de n plus 2 moins n plus 1 multiplié par la matrice i, c'est-à-dire moins n plus 2a, moins n plus 1. Alors, n plus 2 moins n plus 1, il va me rester juste 1, moins i. Donc, conclusion partielle, on a alors a carré moins n plus 2a, plus n plus 2a, plus n plus 1 i est égal à 0. Ça, c'est une conclusion partielle qui va nous permettre d'avoir un polynôme annulateur. Le polynôme p de x qui va être égal à x carré plus n plus 2x plus n plus 1 annule donc la matrice A. Vous demandez un polynôme annulateur, je crois. Oui. Donc je viens d'en déduire un polynôme annulateur de la matrice A. Ensuite, je dois donner les valeurs propres possibles de cette matrice.
eh bien, les valeurs propres possibles de cette matrice vont être les racines de ce polynôme. Les valeurs propres possibles, hein, j'insiste bien là-dessus. Donc, on va chercher les racines de ce polynôme. C'est un polynôme du second degré, hein. Bon. De la forme... Alors, on peut chercher le discriminant, hein, ça fonctionne très bien. Mais x carré moins sx plus p, où s est la somme des racines, et p leur produit. Bon. Et donc, par exemple, si je note a égale moins n plus 1, et b égale moins moins 1, en fait, alors j'ai bien a plus b qui est égal à moins n plus 2, et ab qui est égal à n plus 1. Sinon, je fais un discriminant et je vais trouver ça, mais avec davantage de calcul. Conclusion. Les valeurs propres possibles de A sont moins 1 et moins n plus 1. En d'autres termes, vous avez le spectre de la matrice A qui est inclus dans cet ensemble. C'est bien une inclusion, hein, et non pas un blanc-seing pour avoir exactement les valeurs propres. Dernière question. Montrer que A est inversible. Eh bien, dans tous les cas, on remarque que 0 n'est pas dans le spectre de A. Donc A est inversible. Voilà pourquoi on nous demandait les valeurs propres. On n'avait pas du tout besoin de diagonaliser la matrice, si jamais elle l'était, hein, mais simplement de remarquer que 0 n'est pas valeur propre. Et là, le polynôme annulateur est d'un grand secours. Question 2. Là, cette fois, on part d'un vecteur dont on nous donne l'expression. Calculer la norme de U. Bon. J'ai une somme de vecteurs. Les epsilon 1, epsilon 2, c'est une base orthonormale. Tiens, ça va être intéressant. De E, base orthonormale, ce qui veut dire par là qu'on a une famille orthogonale. Famille orthogonale, je peux appliquer le théorème de Pythagore, ce qui va me permettre de calculer plus facilement ma norme. Donc je ne vais pas calculer la norme de U, mais plutôt la norme de U au carré. Donc ça va être égal à 1 sur n plus 1, multiplié par la norme au carré de la somme en question, donc pour k allant de 0 à n, des epsilon k, qui est égal, alors, je vais dire, or, la famille epsilon 0, epsilon n est orthogonale, d'après le théorème de Pythagore. On a la norme de U au carré, qui sera égale donc à 1 sur n plus 1, ça ne change pas, multiplié par la somme des normes de epsilon k au carré. Or, la famille est même orthonormale en fait. Hein. Donc pour tout cas, dans 0n, la norme de epsilon k est égale à 1. D'où la norme de U au carré est égale à n sur n plus 1, ce qui nous permet de conclure sur la norme de U, qui sera la racine carrée de n sur n plus 1. Pas de difficulté majeure dès lors qu'on pense à appliquer le théorème de Pythagore. Et je pense que ce théorème de Pythagore, on sera amené à le réappliquer un petit peu plus loin. Question suivante.
Question 3a, montrer que pour tout i, la norme de EI égale 1. Bah pareil en fait, ma norme de EI, c'est quoi? C'est une somme avec des produits scalaires. Je vais calculer les choses de la même façon. Donc je commence par me donner un i. Et je vais m'intéresser non pas à la norme de EI, mais la norme de EI au carré. Et c'est toujours beaucoup plus simple de calculer des normes de EI au carré. Donc je vais avoir quoi? Je vais avoir n plus 1 sur n, multiplié par la norme de epsilon i moins epsilon i scalaire u multiplié par u. En fait, on n'a pas besoin... Alors, je vais faire le signe un peu mieux. Une sorte de projection là-dedans, mais on n'a pas besoin de savoir ça. De projection orthogonale même. Donc on va avoir du n plus 1 sur n. Et là-dedans, donc on a du epsilon i moins... Qu'est-ce que c'est que mon vecteur u? C'est 1 sur n plus 1 multiplié par ce machin. Donc je vais avoir du epsilon i, scalaire 1 sur racine de n plus 1, somme pour k allant de 0 à n des epsilon k, multiplié par 1 sur racine de n plus 1, multiplié par la somme pour k allant de 0 à n des epsilon k. Donc là, ici, j'ai 1 sur racine de machin, 1 sur racine de machin, que je vais pouvoir sortir par linéarité. Donc je vais avoir du n plus 1 sur n. Norme de epsilon i, ça je n'y touche pas, moins 1 sur racine multiplié par 1 sur racine qui va me donner du 1 sur n plus 1. Et ensuite, je peux éventuellement faire de la bilinéarité et sortir ici ma somme. Donc je vais avoir une somme pour k allant de 0 à n, des epsilon i, epsilon k, multiplié par la somme pour k allant de 0 à n des epsilon k au carré. Donc là, pour le moment, je ne peux pas encore appliquer le théorème de Pythagore, mais on sent bien que ça va arriver. Donc je vais avoir du n plus 1 sur n, epsilon i moins 1 sur n plus 1. Et dans ma somme ici, cette chose-là est égale à 0 si i est différent de k, est égal à 1 si i égale k. Donc il va me rester quoi? Il va me rester en fait 1. Cette somme-là, elle vaut 1. Multiplié donc par la somme pour k allant de 0 à n des epsilon k au carré. Mais dans cette somme, eh bien, il y a le epsilon i dedans. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout mettre au même dénominateur. Donc je vais sortir un 1 sur n plus 1. Donc il va me rester ici du 1 sur n. Ici, j'ai du n plus 1 epsilon i moins la somme pour k allant de 0 à n des epsilon k au carré. Et donc, je vais regrouper ici les éléments qui sont semblables. Donc je vais avoir du 1 sur n. Et qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir ici, j'ai du n plus 1 epsilon i moins le epsilon i qui est ici, donc je vais avoir du n epsilon i, moins la somme, pour k allant de 0 à n, k différent de i, des epsilon k. Et là-dedans, j'ai une famille qui est orthogonale. Et donc je vais avoir donc du 1 sur n, multiplié par la norme de n epsilon i au carré, plus, alors ce que je vais faire c'est que je vais mettre le moins ici, je vais mettre le moins là-dedans, plus la norme, la somme des normes, de 0 à n, k différent de i, des normes de moins epsilon k au carré. Ok. Par le théorème de Pythagore, là aussi. J'ai donc du 1 sur n. Et là-dedans, je peux sortir le n au carré.
Donc je vais avoir du n au carré, norme de epsilon i au carré, plus n en fait. Il y a un truc qui m'embête dans l'histoire. J'ai dû oublier de diviser quelque part par n plus 1. Oui. Oui. Ici, je mets n plus 1 en facteur, donc là, j'ai oublié le carré. Donc c'est du nn plus 1. Donc là, j'ai du n, facteur de n plus 1. Ici, cette somme, la somme, donc ça vaut 1. Et donc la somme vaut bien n. C'est ça, c'est-à-dire que l'on va avoir n facteur de n plus 1 divisé par n facteur de n plus 1, ce qui me fait 1. Et ici, ce que j'avais oublié, où est-ce que c'est? C'est là ici, quand je sors la division par n plus 1, il y a un carré, donc c'est du 1 sur n plus 1 au carré qui sort et non pas du 1 sur n plus 1. D'où, pour tout i dans 1n, dans 0n, la norme de EI vaut 1. Question 3b. Montrez que pour tout couple d'entiers distincts, on a EI scalaire EJ égale moins 1 sur n. Bon. Soit IJ dans 0n au carré avec I différent de J. Et on va calculer notre EI scalaire EJ. Ça, c'est quoi? Eh bien, vous allez avoir, tac, tac, du racine de n plus 1 sur n, facteur de epsilon i moins epsilon i scalaire u, avec racine de n plus 1 sur n, facteur de epsilon j moins epsilon j scalaire u. Bilinéarité, il va sortir un n plus 1 sur n. Et ensuite là-dedans, donc on va avoir du facteur de du epsilon i scalaire epsilon j plus, alors en l'occurrence, ça sera moins epsilon j scalaire u multiplié par epsilon i scalaire u. Donc ça avec ça et ça avec ça. Et ensuite, donc on va avoir le epsilon, donc j'ai fait ça, faut pas que je me trompe avec ça. Et ensuite je vais donc avoir du moins epsilon i scalaire u multiplié par epsilon j scalaire u, moins et moins plus, du epsilon i scalaire u, epsilon j scalaire u multiplié par u scalaire u. C'est bien ça. Ce qui va donc nous faire du n plus 1 sur n, facteur 2. Ça vaut 0, puisque i est différent de j. La norme de u scalaire u, la norme de u scalaire u, ça vaut norme de u au carré, c'est-à-dire 1. Donc vous allez avoir un des deux qui va se simplifier avec celui-là, il va vous rester juste moins epsilon i scalaire u multiplié par epsilon j scalaire u. C'est un produit, on ne peut pas en faire grand-chose, il va falloir le calculer. Or, epsilon i scalaire u, ce qui nous donnera aussi epsilon j scalaire u, ça va être quoi? Ça va être donc 1 sur racine de n plus 1, multiplié par la somme pour k allant de 0 à n,
des epsilon i multiplié scalaire, epsilon k, par linéarité du produit scalaire, je ne l'écris pas. Et donc là-dedans, il ne va rester quoi? Cette chose-là, ça vaut 0 si n est différent, si i est différent de k, et 1 si jamais i est égal à k. Donc il va rester en fait 1 sur n plus 1. 1 sur racine de n plus 1. Et donc, EI, EJ, ça va être égal à n plus 1 sur n, facteur de moins 1 sur racine de n plus 1, multiplié par l'autre, c'est la même chose, hein, sauf que c'est j à la place de i, mais ça ne change rien au calcul, c'est-à-dire moins 1 sur n. Voilà pour cette question. Question C. Montrez que les vecteurs E01, E2n appartiennent tous à l'espace vect de U orthogonal, enfin l'orthogonale de vect de U. C'est-à-dire qu'il faut montrer que pour tout i, EI scalaire U égale 0. Ça, on va le calculer. Je me donne i dans 0n. EI scalaire U, c'est quoi? Eh bien, c'est racine de n plus 1 sur n. Ici, donc, on va avoir epsilon i moins epsilon i scalaire U, U, scalaire U. C'est-à-dire racine de n plus 1 sur n, facteur de epsilon i scalaire U. Est-ce que lui, on l'aurait calculé quelque part? Oui. Moins epsilon i scalaire U, U scalaire U. Et en fait, on n'a même pas besoin d'avoir calculé epsilon i scalaire U, puisque cette chose-là, c'est la norme de U au carré, c'est-à-dire que ça vaut 1, comme quoi la question 2 est vraiment pleinement utilisée ici. Et donc vous avez donc une quantité moins la même, ce qui vaut 0. Donc, pour tout i appartenant à 0n, EI est dans l'orthogonale de vect de U. Question D. Montrer en utilisant le résultat de la question 1C, c'est là qu'on va devoir utiliser que cette fameuse matrice A est inversible, que E0, E1, est une base de F. Très bien. Donc, déjà, on a besoin de connaître le nombre d'éléments qu'il y a dans cette famille. E0, E1, E2, N, c'est une famille qui contient n plus 1 vecteurs. Est une famille qui contient n plus 1 vecteurs. Tout d'un coup, j'ai un petit doute sur quelque chose. Oui, il ne faut pas prendre le E, décidément.
train de me dire que même dans l'énoncé initial, il devait y avoir une petite erreur, parce que là, il y a un truc qui ne me plaît pas des masses. Bref. Cette famille contient n plus 1 vecteurs. Contient du coup, si j'en retire 1, elle contient n vecteurs. La dimension de vecte de U vaut 1. Donc, comme E est de dimension n plus 1, la dimension de F, qui est la dimension donc, de son orthogonale, est égale à n. Donc on a le bon nombre de vecteurs. Il suffit donc de montrer que la famille est libre. Donc pour ça, comme toujours, je me donne des coefficients tels que la somme pour i allant de 1 à n des lambda i e i est égale au vecteur nul. Bon. On va pouvoir écrire les choses de la façon suivante. Donc on a une somme qui est égale au vecteur nul, et il va falloir pour ça faire intervenir la matrice A d'une certaine façon. Donc, un petit pointage plus tard, voilà ce que l'on obtient. Donc on doit démontrer que la famille est libre. Alors, ça n'a pas l'air évident comme ça, mais si on regarde les questions précédentes, dans les questions précédentes, on nous a fait démontrer un certain nombre de choses. Comme souvent, c'est pas par hasard, et donc il va falloir regarder ce que l'on a démontré avant. À la question, alors comme il y a un pointage, il faut que je rouvre tout, j'aurais dû le penser à faire avant, mais c'est pas grave. Donc à la question 3, on a démontré que la norme de EI était égale à 1. On ne l'a pas encore utilisé ça. À la question 3b, on a démontré que EI scalaire EJ est égal à moins 1 sur n. On ne l'a pas encore utilisé. Montrer que les vecteurs appartiennent tous au sous-espace, ça en fait on l'a utilisé implicitement, puisque pour démontrer que c'est une base de f, la première condition pour être une base, avant même d'être libre générateur et ainsi de suite, c'est d'appartenir à l'espace. Donc ça, on peut considérer que la question 3c, on l'a utilisée. Donc ce qui veut dire que là-dedans, il va falloir que l'on utilise des informations liées aux produits scalaires. Et donc il faudrait faire intervenir des produits scalaires de EI avec quelque chose. Donc c'est ce qu'on va faire. Je me donne K1 entier dans 0n, alors même dans 1n, et je vais m'intéresser au produit scalaire EK avec cette somme. C'est un produit scalaire, je peux développer par bilinéarité. Je vais donc avoir la somme pour i allant de 1 à n, des, j'ai dit de la bilinéarité, donc je vais avoir mon lambda i qui sort, et je vais avoir du EI scalaire EK. Ces produits scalaires, ils sont tous égaux à quelque chose, donc ça, on a dit que ça valait moins 1 sur n si jamais i était différent de k, et ça vaut 1 si i est égal à k. Et donc, qu'est-ce que l'on a là-dedans? C'est bon. On va donc avoir un lambda k multiplié par 1, plus la somme pour i allant de 1 à n avec i différent de k, des lambda i multipliés par moins 1 sur n. Voilà ce que l'on obtient lorsque l'on fait ce travail. Et donc on obtient lambda k moins 1 sur n, somme pour i allant de 1 à n, i différent de k, des lambda i en fait. Voilà ce que l'on obtient. Alors comment exploiter ça? Notamment ici, ce n qui est là,
on a peut-être un petit peu du mal à voir comment l'utiliser. La matrice A, d'autre part, ma matrice A, c'est la matrice avec des moins n sur la diagonale et des 1 partout ailleurs. Alors vous allez me dire, ouais, là c'est moins n sur la diagonale, mais là, j'ai pas de moins n, j'ai du 1. Ok. On peut mettre moins 1 sur n en facteur. N, je peux même mettre 1 sur n. Non, moins 1 sur n, c'est très bien. Donc moins n lambda k, plus la somme, pour i allant de 1 à n, i différent de k, des lambda i. Et donc, j'ai quelque chose qui va être de ce type. Donc, si je fais du moins 1 sur n a multiplié par lambda 1, lambda n, qu'est-ce que l'on va obtenir? On va avoir du moins 1 sur n. Et quand je vais multiplier ma matrice A par ça, je vais avoir quoi? Je vais avoir donc moins n lambda 1 plus lambda 2 plus lambda n. Je vais avoir ensuite du lambda 1 moins n lambda 2 plus lambda 3 plus lambda n, jusqu'à la fin, lambda 1 plus lambda n moins 1 moins n lambda n. Bref, je me retrouve dans ma matrice colonne avec des choses qui ressemblent à ce que j'ai ici finalement. Et qu'est-ce que c'est que ces EK scalaire lambda IEI? Parce que bien sûr, il va falloir que l'on trouve un lien entre les deux. Hein. Je vous avais dit que la question n'était pas évidente, et je le maintiens. Hein. C'est pour moi la question la plus difficile, parce qu'il y a un lien qui est vraiment pas simple à faire en fait entre tout ce petit monde-là. Alors, quel lien faire? Et ici, on a calculé ce produit scalaire, mais on n'a pas dit à quoi il était égal. Ça vaut 0. Le produit scalaire d'un vecteur avec le vecteur nul vaut 0. Et donc finalement, ça vaut quoi? Ben, ça vaut 0 partout. Donc si on regarde ce que l'on a obtenu, on a moins 1 sur n a multiplié par lambda 1 lambda n est égal à 0, 0. Donc, ben, la matrice A, tout simplement, hein, c'est pas le moins 1 sur n qui va faire le vecteur nul, est égale à 0, 0. Or, la matrice A est inversible. D'après la question qu'on nous mentionnait, la 1C, je crois, A est inversible. Donc, eh bien, lambda 1, lambda n, c'est A-1 multiplié par le vecteur nul, c'est-à-dire le vecteur nul. Conclusion, pour tout i dans un n, lambda i égale 0. La famille E1, E2, En est libre. Comme elle a le bon nombre de vecteurs, c'est une base de l'ensemble en question qui s'appelle F. Voilà pour cette question. Enfin, si on regarde bien les arguments utilisés, ce ne sont pas des arguments très compliqués, mais réaliser le bon enchaînement pour que tout s'imbrique comme il faut, ben c'est pas simple. Question 4. On considère une application qu'on nous donne. Bon, montrer que A est une forme bilinéaire symétrique. On va commencer par montrer la symétrie. F de xy, c'est donc la somme pour k allant de 0 à n des x ek, y ek, moins
n plus 1 sur n, x, y. Et par symétrie du produit de réels, produit de ces deux réels et symétrie du produit scalaire, on va obtenir la somme pour k allant de 0 à n des y ek x ek moins n plus 1 sur n yx par symétrie du produit scalaire et je trouve f de yx, donc f est symétrique. Et ensuite, pour la bilinéarité, la linéarité d'un côté suffira. Donc, je me donne 3 vecteurs x, y, z, 2, ils sont dans f, et lambda un réel. Et je vais m'intéresser à lambda x plus y avec z, qui sera donc la somme, pour k allant de 0 à n, des lambda x plus y ek, z ek, moins n plus 1 sur n, lambda x plus y avec z. Et là, bien sûr, on va utiliser, là encore, de la linéarité à gauche, du produit scalaire. Donc, je vais avoir du lambda xk, zek, plus yek, zek, moins n plus 1 sur n, facteur de lambda x, z, plus yz. Alors ces questions, c'est des questions calculatoires qui ne sont pas difficiles, mais qui sont un petit peu pénibles. Donc je vais avoir lambda. Donc dans ma somme, je vais isoler le xek avec le zek, moins n plus 1 sur n, le lambda, donc j'ai xz, plus ce qui reste, c'est-à-dire la somme pour k allant de 0 à n, des yek, zek, moins n plus 1 sur n, et là il me reste yz. C'est-à-dire lambda f de x et de z, plus f de y et de z. Donc f est linéaire à gauche. Comme f est symétrique, f est donc bilinéaire. Conclusion. Alors, forme bilinéaire symétrique, j'ai oublié de dire que c'était une forme. Hein. Remarquons que pour tout x, y dans f carré, f de x, y, c'est une somme de réels moins un réel, c'est donc un réel. Conclusion générale, f est une forme bilinéaire symétrique. Le genre de question que je n'aime pas du tout, parce qu'il n'y a pas une once de réflexion, on déroule notre calcul, c'est long, faut être méticuleux, mais il n'y a aucun enjeu en fait en termes de réflexion. Mais c'est des questions qu'il faut savoir faire bien sûr. Déterminer f de e, i, e, j en distinguant les cas i égale j et i différent de j. Bon bah, on va regarder d'abord ce qui se passe si je prends i dans un n et je vais calculer f de ei, ei. C'est-à-dire que l'on va avoir la somme pour k allant de 0 à n des ei, ek, ei, ek, moins n plus 1 sur n, ei, ei. Bon. Alors là, il peut se passer deux choses. Soit vous avez i qui est égal à k, soit vous avez i qui n'est pas égal à k. Donc vous allez avoir ei, scalaire ei au carré, plus la somme pour k allant de 0 à n, k différent de i, des ei, ek, là aussi au carré, moins n plus 1 sur n, et ei scalaire ei, on sait que ça vaut 1. Donc on a donc 1
plus la somme pour k allant de 0 à n, k différent de i, de quoi des moins 1 sur n au carré, moins n plus 1 sur n. C'est-à-dire que vous avez 1 plus n plus 1 multiplié par 1 sur n au carré, moins n plus 1 sur n, donc n plus 1 sur n carré, moins n plus 1 sur n plus 1. Et donc, si je mets tout au même dénominateur, vous allez avoir n plus 1 moins n facteur de n plus 1 plus n carré, le tout sur n carré, ce qui vous fait n plus 1 plus n carré moins n plus n carré, le tout sur n carré. Alors, ici c'est un moins n carré. Donc moins n carré plus n carré, n moins n, 1 sur n carré. Donc pour tout i, dans c'est 1n ou c'est 0n, dans 1n au carré, f de ei est égal à 1 sur n carré. Donc on a une partie du travail qui est fait. Deuxième partie, si i différent de j. Donc là je me donne un couple ij dans 1n avec i différent de j. Et là on a f de ei. Là aussi il n'y a pas de miracle, hein. On va écrire les choses, ça va très bien se passer. Donc vous allez avoir du ei-ek multiplié par ej-ek moins n plus 1 sur n ei-ej. Alors là, il va se passer deux choses. Quand on va être égal à i, et quand k va être égal à i et k va être égal à j. Donc pour k égale i, vous allez donc avoir du ei multiplié par du ej ei plus ej ei multiplié par ej plus la somme qui reste, donc k0, k différent de i et k différent de j, des ei-ek, ej-ek, moins n plus 1 sur n multiplié par moins 1 sur n, puisque i est différent de j. ei, ça vaut 1, donc ici vous allez avoir du moins 1 sur n, plus la somme pour k allant de 0 à n, k différent de i, k différent de j. Je suis en train de me dire que j'ai fait une bêtise ici, puisque là, comme j'en ai retiré 1, on n'a que n. Et donc, à vouloir faire les choses, ce n'était pas très compliqué, c'est vrai, mais à vouloir faire les choses trop rapidement, ça n'est pas une bonne idée. Donc je reprends ça. 1 plus, on l'a que n fois, et donc ce qui vous fait 1 plus 1 sur n, moins n plus 1 sur n, ce qui vous fait n plus 1 moins n moins 1 sur n, et donc on trouve 0. Donc pour tout i appartenant à 1n, f de ei est égal à 0. C'est beaucoup mieux comme ça. Ensuite, je reviens ici. Donc on va avoir ici les ei, ek. Bah, de toute façon, ça va faire moins 1 sur n au carré. Hein. Plus n plus 1 sur n carré. Tac, tac. Donc, on va avoir moins 2 sur n. Plus, cette fois, on en a n moins 2. Non, c'est n moins 1, n plus 1 moins 2, donc n moins 1 sur n carré, plus n plus 1
sur n carré. Donc ce qui nous fait du moins 2n plus n moins 1 plus n plus 1 sur n carré. N plus n moins 2n plus 1, je trouve aussi 0. Donc pour tout i et j appartenant à un n au carré, f de ei, ej est égal à 0. Ce qui termine cette question C. Question D. Donc soit xy dans f carré, on peut les exprimer dans la base E1, E2, EK. On a alors, donc il existe un A1 AN, B1 Bn, dans R puissance 2n, tel que, alors pas tel, mais tel, que x est égal à la somme pour i allant de 1 à n des AIEI, et y est égal à la somme pour i allant de 1 à n des BJ, EJ. Alors je vais mettre un J ici. Et donc, par bilinéarité, f de xy, ça sera donc, alors par bilinéarité, oui, la somme pour i allant de 1 à n, de la somme pour j allant de 1 à n, des AI BJ, f de EI, EJ. Et ça vaudra 0, puisque les f de EI et EJ valent tous 0. D'où, pour tout xy appartenant à f au carré, f de xy est égal à 0. Ce qui peut se dire, pour tout xy appartenant à f carré, la somme pour k allant de 0 à n, des x scalaire ek, y scalaire ek, est égal à n plus 1 sur n, x scalaire y. Alors pourquoi on en déduit ça, parce que c'est exactement l'expression de f de xy, sauf que vous avez un moins ici, égale 0, on passe de l'autre côté. Enfin, j'aime pas du tout cette expression, mais c'est exactement ça qui se passe. Dernière question de cet exercice. En déduire également que la norme de x au carré est égale à ça. Très bien. Donc soit x appartenant à f. La norme de x au carré, c'est x scalaire x, non pas au carré, mais juste x scalaire x. C'est-à-dire que c'est n sur n plus 1, multiplié par la somme de k pour k allant de 0 à n, des x scalaire ek, x scalaire ek, d'après ce qui précède. Et bien, x scalaire ek, c'est x scalaire ek au carré, et c'est terminé. D'où, pour tout x appartenant à f, la norme de x au carré, c'est donc n sur n plus 1, somme multipliée par somme pour k allant de 0 à n, des x scalaire ek au carré. Et voilà qui conclut cet exercice.